Ziemlich leer hier. Ganz ungewohnt. C'est plutôt vide ici, je n'en ai pas Freut mich l'habitude. drauf, wenn das wieder weg kann. Gesperrt. J'attends avec impatience le moment où cela pourra disparaître d'à nouveau. Interdit d'accès. Liebe Gäste, herzlich willkommen bei der Konrad. Chers invités, bienvenue à la Fondation Heute Konrad ist der Adenauer. Tag der Konrad. C'est aujourd'hui le jour de la Eine Fondation Einrichtung Konrad mit langer Adenauer. Tradition im Berliner Un rendez-vous Kalender. qui bénéficie Heute zum d'une zweiten longue Mal tradition dans le 20 calendrier berlinois. digital. Aujourd'hui, pour la deuxième Beim fois dans un letzten Mal format im numérique vergangenen par la Jahr force des mit choses. rund La 1000 dernière fois, Zuhörern, l'année dernière, cet Zuschauern. événement avait attiré près d'un Und millier das d'auditeurs et erhoffen wir de uns natürlich auch für spectateurs. heute. Et c'est ce que nous Es werden espérons pour ungefähr aujourd'hui 30 aussi, bien Kolleginnen und sûr. Kollegen und externe Referenten Le am programme mitwirken. réunit une trentaine de Im collègues et Mittelpunkt d'intervenants des extérieurs Tags der environ. CAS, La gleich partie mit dem centrale de Abschluss la journée anzufangen, de la CAS, steht pour eine commencer par la fin, Diskussion, est die une Norbert Lammert, discussion unser que Vorsitzender, Norbert heute Abend Lammert, eröffnen wird. notre président, Ein Gespräch inaugurera zwischen ce dem soir. Parteivorsitzenden Un der entretien CDU und entre Kanzlerkandidaten le der président Unionspartei Armin Laschet du parti de la CDU et candidat à la chancellerie fédérale Armin Armin Laschet Laschet, Professor et für Armin Soziologie Laschet, an der LMU in München, vor professeur à allem aber l'université der Ludwig-Maximilien de diesjährige Fellow Munich, mais Konrad avant Adenauer. tout le boursier Worum geht es heute? de la Fondation Es Konrad geht Adenauer d'aujourd'hui. die De quoi Kernthemen s'agit-il der aujourd'hui? Stiftung, Nous discuterons des thèmes centraux de la fondation, de l'innovation, de la participation, de la sécurité, etc. et de couvrir et de présenter toute la panoplie des activités de la fondation, d'entrer en échange, de travailler ensemble sur des sujets d'avenir qui sont importants pour notre pays. Nous le faisons justement nous présentons dans la totalité, à savoir au niveau national et international. À titre d'exemple, dans une première partie, nous traiterons les sujets autour des innovations. Par la nature, les innovations sont un sujet global, un sujet qui réunit aujourd'hui Berlin, Karlsruhe et Singapour. Des sites où il se passe beaucoup de développement très intéressant autour de l'innovation. Notre bureau régional de Stuttgart l'accompagnera notre bureau à l'étranger de Singapour. Il participera et évidemment aussi les collègues berlinois responsables de ce sujet dans notre siège. Un autre exemple de notre internationalité est notre travail sur l'avenir de la démocratie, de la participation citoyenne et de la représentativité. Et dans ce cadre, nous allons réunir notre laboratoire de démocratie à Greifswald, situé dans le centre-ville de Greifswald. C'est un lieu assez insolite pour la présence de notre fondation, une maison ouverte où nous faisons plein d'efforts autour de la démocratie et de la représentation et la participation citoyenne. Nous le faisons avec nos collègues au Chili, au Colombie et nos collègues travaillant sur ce sujet. Notre troisième thème central traite de la sécurité. Ici, il s'agit du respect des hommes et des femmes qui portent l'uniforme. Un sujet que nous avons discuté avec un haut représentant de l'armée fédérale, un représentant du syndicat de la police et puis nos experts autour de la sécurité. Ils participent
participeront le ministre-président de la Saxonne, Michael Kretschmer, y contribuera par un message vidéo, et Burkhard Träger, le représentant de la Maison des députés de Berlin, y participera. Une de nos forces est certainement aussi notre représentation internationale, notre présence nationale. Les deux aspects sont pleinement représentés ici et visibles aujourd'hui. Et cela, évidemment, inclut que le plus grand nombre de personnes puissent participer et comprendre notre échange aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons prévu une interprétation simultanée en anglais, français, en espagnol et pour la première fois aussi dans la langue des signes. Je vous souhaite un moment très agréable et très intéressant et je vous souhaite vous revoir aussi à l'avenir lors d'une journée de la CAS que vous pourriez suivre évidemment aussi dans un format numérique, mais qui aura également lieu, comme d'habitude, en présentiel à Berlin et qui sera couronné par une soirée fêtée à Berlin. Merci, bonne journée. Herr Thielen hat sich zwar gerade eben verabschiedet, aber bloß nicht abschalten. Bon, Monsieur Thielen vous a dit au revoir, mais restez avec nous. Nous allons maintenant lancer notre programme. Soyez très cordialement les bienvenus. Je m'appelle Michael Wilm et je suis boursière de la Fondation Konrad Adenauer. Notre fondation va se présenter et montrer son travail dans le monde entier autour des thèmes de l'innovation, de la sécurité et de la participation. Nous voudrions non seulement être ici et vous présenter la journée, mais participer de manière active dans le live stream en ligne. Vous pouvez poser vos questions via Slido et participer au sondage ultérieurement. Nous allons maintenant passer au sujet de l'innovation. On commence avec le sujet de Karlsruhe à Singapour. Bist du denn nach Berlin gekommen? Ich bin mit der Bahn gekommen, von Hamburg. Comment etwas tu nous voll as rejoint à und wie so Berlin oft auch etwas zu spät. dans le train? En fait, le train très chargé et toujours en retard. Oui, cela peut vraiment être difficile parfois de voyager comme ça, mais je suis convaincue que dans une dizaine d'années, tu pourrais peut-être voyager différemment, que tu pourras rejoindre Berlin avec un bus autonome. Oui, bon, j'ai souvent l'impression que c'est la science-fiction. C'est du Hollywood, mais je suis sûre qu'il y aura des changements grâce aux nouvelles technologies, qu'il y aura aussi des nouveaux défis pour nous. Ce que cela veut dire pour la société et pour la politique, voilà un petit avis de notre collègue. Les innovations sont dans le centre de la journée de la Fondation Konrad Adenauer, mais aussi dans la politique climatique, car on parle ici de la durabilité
à tous les niveaux, évidemment qui englobe la protection du climat conséquente, mais aussi la compétitivité économique et aussi une égalité sociale. Il faut penser et concevoir tout de A à Z et de le mettre en œuvre ensemble aussi. Et la clé, c'est la technologie, ce sont les innovations qui nous amènent à atteindre la neutralité carbone et de rester une économie forte qui protège la société, qui sont un progrès pour la protection du climat et qui permettent également aussi le développement des zones rurales comme urbaines. Donc, nous voulons être les leaders au niveau technologique. Nous en avons besoin pour justement développer ces nouvelles technologies pour contribuer à faire des progrès dans la protection du climatique au niveau mondial. C'est notre chemin qui compte sur les technologies et les nouvelles inventions. Je vous souhaite une très bonne journée de la Fondation Konrad Adenauer. Merci beaucoup à M. Jung. Et d'ailleurs, vous venez de la voir, il est le président de la CDU de Baden-Württemberg au Bundestag. Nous restons dans ce land et nous voyager à Karlsruhe où il y a déjà les bus qui fonctionnent avec une conduite autonome. Donc ce n'est pas une science-fiction, voyez de vous-même. Bienvenue de la maison de la conduite autonome de Karlsruhe. Je me réjouis d'accueillir ici M. Grimm, qui est responsable du développement de la navette autonome ici. Bonjour, merci de m'accueillir. Nous venons de voir ces navettes. Nous allons donc analyser ce sujet maintenant.
Mon invité a fait des études sur la mécanique et l'ingénierie. Comment vous avez développé ce sujet? Nous avons développé ce sujet depuis 2018. Notre premier prototype a maintenant 10 ans. C'est une vieille dame maintenant. Et la prochaine étape était justement de doter aussi les transports en commun. C'est ainsi que nous avons eu l'idée de développer ce véhicule à conduite autonome. Donc l'idée, c'était de couvrir le dernier kilomètre. Nous en avons déjà parlé un petit peu. Il y avait quelqu'un dans les pourparlers, dans la préparation, qui me disait oui, dans le passé, elle avait pris le taxi. Maintenant, elle se sert des Eva Shuttle, donc de cette navette. Oui, donc c'est un pilote du nouveau concept de mobilité qui est justement disponible sur demande et soutient l'offre des transports en commun sur le dernier kilomètre. Donc cette dame qui vous a raconté qu'elle avait toujours pris un taxi dans le passé, maintenant se sert de notre navette. C'est génial. Il y a un grand nombre d'acteurs qui participent. Oui, en effet. Nous sommes un grand consortium de projets cofinancés par le ministère des Transports et du Développement digital. Ici, de notre land, c'est le Institut Robert Bosch qui nous cofinance et nous fournit une partie de notre matériel. Et il y a aussi notre université qui justement nous a soutient au niveau des matériels, nous licencie le TÜV. Et vous pouvez vous imaginer que c'est très très difficile d'obtenir une autorisation de circuler en Allemagne. Et puis il y a aussi la Deutsche Bahn qui nous a soutenus dans l'analyse et coordonne justement la route et l'interface. Et nous avons introduit nous-mêmes dans notre institut 2 véhicules et nous mettons en place les calculs, donc le cerveau justement de ces véhicules, c'est ça. Qu'est-ce qui fascine vous personnellement en tant que mécatronicien dans le développement de ces navettes? Qu'est-ce qui vous a incité à le développer? D'une part, c'est la nouveauté, c'est-à-dire de vraiment travailler sur des sujets d'actualité, car je suis convaincue que la société sera transformée radicalement par ce type de moyens de transport ces prochaines années, et c'est très important aussi de soutenir l'aspect de la durabilité. On pourrait s'imaginer que ce type de navette sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut savoir que j'ai grandi à la campagne et le soir et le week-end, il n'y avait plus de bus même. Et ça serait génial d'avoir un moyen de transport comme cela à la campagne. Oui, donc ça serait vraiment la liberté de la mobilité, c'est ça. Comment se sentent ces personnes qui se servent de ces navettes? Vous avez interviewé et intégré les citoyens dans ce sujet. Oui, il y a une association citoyenne qui y a participé, que vous avez vu le président de cette association dans la vidéo aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de publicité autour de ce sujet depuis octobre de l'année dernière et jusqu'à début février. Nous avons aussi lancé les premiers trajets et nous avons intégré, invité aussi les membres de cette association citoyenne d'y participer, que nous avons interviewé, et aujourd'hui nous avons beaucoup de demandes et surtout le week-end, nous ne pouvons même pas répondre à la demande. Donc vous avez, il y a aussi des gens donc des alentours, des zones rurales. Oui, je crois que dans le week-end c'est vraiment aussi une belle excursion de essayer pour la première fois cette navette. Oui, c'est très intéressant.
intéressant, c'est génial. Alors, les navettes actuellement sont encore très lentes au niveau du kilométrage. Pour des raisons de sécurité, qu'est-ce que vous souhaitez donc au niveau pour l'avenir? Donc oui, bon, jusqu'à présent, nous avons une autorisation de rouler jusqu'à 24 km à l'heure. Évidemment, ça serait mieux pour tout à fait participer à la circulation urbaine. Il faut avoir une autorisation, un agrément jusqu'à 50 km à l'heure. Et ce qui présente évidemment d'autres obstacles techniques, à savoir le système doit traiter de manière plus rapide les données, de réagir plus rapidement et de manière adéquate évidemment. Et nous menons à bien aussi une étude dans ce sens avec les citoyens et nous espérons que les citoyens justement intéressant l'acceptent pour justement rencontrer une plus grande acceptation au niveau sociétal en général. Oui, donc c'est vraiment une mission sociétale. Et je crois que le long du Baden-Württemberg a déjà franchi la prochaine étape vers cette nouvelle technologie. Merci beaucoup, Monsieur Grüm. Voilà tout sur la conduite autonome de Karlsruhe. Nous allons maintenant regarder un autre exemple de la mobilité autonome. Nous allons maintenant au bureau de Singapour chez mon collègue, Monsieur Eschler, et Joshua Chambers, notre invité, nous attend. Bonsoir, Joshua. Merci, Stéphane, et bonjour et bienvenue à Topical Singapore. Nous avons préparé une vidéo pour vous sur la conduite autonome et une référence technique est un document qui peut être publié rapidement pour répondre aux besoins d'un secteur en évolution rapide, en particulier un secteur si nouveau qu'il n'a pas de normes auxquelles se référer. Ainsi, bien qu'il ne soit pas exécutoire, l'idée est que les pairs de l'industrie utilisent ou fournissent un retour d'informations sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ainsi, les directives techniques peuvent être affinées et finalement adoptées en tant que normes de Singapour. C'est particulièrement urgent car Singapour vise à déployer des véhicules autonomes sur les routes publiques d'ici 2022. Le référentiel technique TR 68 définit les attentes concernant le comportement des voitures autonomes, leur fonctionnement en toute sécurité, la cybersécurité et l'échange de sécurité de données. Selon Enterprise Singapore et The Land Transport Authority, cette référence technique nationale pourrait être une première mondiale car les normes ISO existantes et les règlements de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe portent sur les sujets spécifiques. Maintenant, je suis rejoint par Monsieur De qui est justement le directeur de la conduite autonome dans le Centre pour la conduite autonome. Laquelle est votre vision? C'est une vision pour Singapour. Qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre? C'est d'avoir une mobilité réduite de 30% à Singapour, plus d'espace pour les loisirs, pour les logements, etc. Mais pour vraiment enlever les gens des voitures, les attirer au transport commun, eh bien, il faut que ces transports publics fonctionnent mieux. Et on essaie de surmonter la limitation de conduite, d'avoir un système plus flexible des transports communs. Et laquelle est la plateforme dans laquelle vous l'avez développée à Singapour? Ce qu'on a développé, c'est un programme pour développer cette technologie. Ce programme est justement dirigé par l'autorité de transport de Singapour. Il s'agit d'un programme avec un grand nombre de technicités
et un plan qui ne sert non seulement à tester la technologie, mais aussi comment réguler, comment normaliser et développer cette nouvelle technologie. Et ça, c'est tout à fait unique. Donc, un grand nombre de pays font des pilotes, des expériences individuelles. Là, vous avez tout un programme. Les développeurs n'aiment pas qu'on teste les véhicules avant de les agréer pour rouler sur la route, mais en les testant, nous apprenons également comment réguler cette technologie, car cela peut devenir une difficulté. Comment réguler une technologie et justement tenir compte des critères de sécurité est important. Et c'est important pour les faire rouler sur la route. Alors, parlons de la durabilité. Alors, l'idée, c'est de réduire de 30% la circulation à Singapour. Je dirais que 40% des espaces à Singapour sont occupés par les parkings et les véhicules. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir plus d'espace, pour les véhicules et les parkings et moins pour le logement, surtout dans le contexte de Covid, où les gens veulent justement respirer mieux et se déplacent moins. Et puis, la plupart de la population aussi aspire à un autre style de vie, une plus bonne qualité de vie. Donc, nous voulons vraiment libérer l'espace avec cette maison. Dans le cadre de la pandémie, tout le monde parle d'une nouvelle normalité. Comment reconcevoir, convertir les villes dans lesquelles nous vivons. Si vous avez des transports plus efficaces et vous pouvez réduire le nombre de voitures, disons moins de 30% de parking, moins de 30% de routes. Et généralement, vous avez par exemple 2 à 3 voies chez nous, vous pouvez en gagner déjà une voie et ça c'est 6 mètres de largeur et bien c'est pour 5 kilomètres, c'est beaucoup d'espace. Vous pouvez les verdoyer, créer des parcs, créer des logements, etc. Mais pour le faire, il faut changer de manière fondamentale le transport privé. Et aujourd'hui, les transports publics sont très limités. Nous avons des grands bus qui sont très longs, très grands. Nous n'avons pas assez de conducteurs. Sans conducteur, vous pouvez rendre le transport en commun plus efficace, etc. Vous pouvez aussi avoir plus de conduite directe vers votre destination. Donc, la conduite autonome est un moyen très important. Donc, on se demande souvent, est-ce qu'il y a un risque des hackers qui attaquent ces systèmes, etc. Est-ce que c'est vraiment sécurisé? Est-ce qu'on peut vraiment y arriver? Oui, on va y arriver. En fait, ceux qui avaient prévu que dans 2 à 3 ans, on va arriver à la conduite autonome, ils étaient vraiment trop optimistes. On m'a souvent demandé à quel moment nous allons voir des véhicules autonomes sur la route. Et il y avait quelqu'un tout le monde me disait 25 ans. Et moi, j'ai dit non, 50 ans. Ils m'ont dit pourquoi? Pourquoi 50 ans? Eh bien, cela prend du temps, j'ai répondu, de développer et adapter la technologie, etc. Heureusement, je travaille avec l'autorité de transport de Singapour qui est aussi réaliste que moi. Ils sont très prudents de justement respecter les délais, le calendrier. Ils savent que cela prend beaucoup de travail et d'efforts. On va y arriver, mais cela prend beaucoup de temps, beaucoup de travail très dur et ce ne sera pas une magie qui se réalise du jour au lendemain. Alors, il y a aussi la question fameuse sur la conduite autonome. Donc, disons qu'il y a le risque qu'un véhicule autonome qui pourrait écraser, disons, un enfant qui traverse. Ah, je déteste cette question. Il y a 2 aspects. Tout d'abord, en fait, tout ce ratio, tout ce raisonnement n'est pas vraiment réaliste. Alors, le conducteur
pour nous, c'est en fait le passager qui n'est pas le conducteur. Peu importe, le plus important, c'est que vous êtes un citoyen. Il n'y a pas de différence de priorité. Et le deuxième aspect, c'est que, et c'est encore plus important, si, en tant que conducteur, vous vous mettez dans une situation où la seule solution est un accident mortel, eh bien, vous allez à la prison. C'est tout simplement responsable. Voilà la clé, à savoir comment créer une situation où la seule solution peut être un accident mortel. Ça, c'est notre problème. Donc, comment le prévenir? Et cela peut être prévenu. Il faut juste prendre les précautions. Bon, c'est très bien. C'est très optimiste. Donnez-nous les raisons pour être optimiste. Qu'est-ce qui vous excite sur cette technologie? Peut-être quelques explications pour les gens en Allemagne. En Singapour, vous pouvez avoir votre véhicule seulement pour 10 ans. Donc, il faut renouveler sa plaque d'immatriculation après 10 ans. Donc, moi, j'ai ma voiture pour 3 ans. J'ai encore 7 ans. Mais après, je ne vais pas racheter une autre voiture. Donc, j'espère que je n'en aurai plus besoin, que cette technologie fonctionnera déjà. Et donc, au lieu de payer des impôts très élevés pour ma voiture, je profiterai de cette nouvelle technologie pour une meilleure mobilité. Donc maintenant, on va rendre la parole à Berlin. Ja, hallo zusammen. Ich spreche jetzt mit Wiebke Winter, die uns aus Bremen zugeschaltet ist. Hallo Wiebke. Bonjour, je vais parler avec Wiebke Winter, qui va nous rejoindre. Wiebke, bist du schon da? Ich bin da. Tu es déjà Du là? hörst mich schon, das ist doch schon mal gut. Tu m'entends, ça c'est déjà Auf bien. jeden Fall. Grüße Oui, dich. oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Wiebke, du Parfait. bist Promotionsstipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Tu es boursière de la Fondation Konrad Adenauer, mais notamment tu es aussi engagée politiquement à Brême. Tu es la présidente régionale de l'Union des jeunes et tu es membre aussi de l'Union fédérale et tu as participé à la fondation de l'Union climatique qui s'est engagée pour trouver une alternative pour le parti politique du centre, donc trouver un nouveau positionnement par rapport à la politique climatique. On veut parler ici de l'innovation, de la durabilité. Innovation, c'est un terme positif. On parle des entreprises innovatrices, des produits innovateurs. Alors, toi, tu dirais que innovation, c'est toujours quelque chose de positif qui nous donne de la prospérité, qui va nous faciliter la vie. Je dirais de par le principe que oui, l'innovation, c'est positif, ça veut dire en avance. Mais, excusez-moi, excusez-moi, ça arrive pile maintenant, l'innovation, c'est quelque chose qui est positif de par le principe. Ça veut dire qu'il y a une poursuite de notre développement. On vit quelque chose de nouveau qui va faciliter notre vie. Bien sûr, c'est merveilleux. Il faut aussi qu'on regarde que ça aille bien pour nos besoins. Si je réfléchis
réfléchis bien aussi lorsque je pense aux soins. Je pense que c'est important que ce soit des êtres humains qui fassent ce travail pour qu'il y ait cet aspect humain. Mais lorsqu'on pense à la protection climatique, oui, innovation, ça peut être une clé pour faire en sorte que la transformation soit là pour nous permettre à tous de passer dans la nouvelle ère. Normalement, on pense pour l'innovation, il faut de la liberté. Pour la politique, ça veut dire rester un peu à la réserve, gardez-nous cet espace pour faire en sorte que l'innovation puisse être, pour qu'on puisse développer des solutions. D'après toi, c'est quoi le rôle de la politique en tout ça? La politique doit permettre le fait qu'il y ait de l'innovation. Ça veut dire l'innovation a besoin de l'espace, a besoin de fonds. La science, recherche et développement, tout ça, c'est important pour la société. La politique doit créer l'espace qui permette d'avoir de l'innovation. Lorsqu'il s'agit de décisions importantes, j'en reviens au changement climatique, on ne peut pas attendre des éternités jusqu'à ce qu'on trouve l'innovation. Non, au jour d'aujourd'hui, on doit trouver des possibilités pour avoir moins d'émissions en CO2. Il faut continuer à faire des recherches, regarder comment peut-on se faciliter la tâche, comment peut-on faire du stockage de CO2, trouver d'autres méthodes pour vivre de manière neutre pour le climat, pour avoir un transport neutre pour le climat. Donc, il faut prendre des décisions déjà aujourd'hui. Durabilité, c'est comme l'innovation, c'est un terme positif, mais c'est notamment là que l'on fait appel à la politique. On attend de la politique qu'elle dicte les règles, qu'elle crée un cadre durable, par exemple pour l'économie. Tu observes un conflit par rapport à cela entre la liberté qu'il faut pour l'innovation, par ailleurs, ce cadre réglementaire de la politique pour la durabilité? Non, pas du tout. Ça peut continuer tel quel. J'ai de l'innovation, en même temps, j'ai déjà des règles pour l'innovation. On se décide pour un chemin, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas revenir en arrière par rapport à une décision prise et tenir compte de nouveaux aspects. Allez, maintenant, on mise sur la mobilité électrique parce que c'est ce qu'il y a de plus avancé, l'hydrogène, on n'en a pas suffisamment pour exploiter tous les véhicules avec ça. Donc, pour l'instant, on mise sur la mobilité électronique. Mais si dans 20 ans, il faut autre chose, ou bien on n'a plus besoin de véhicules parce que l'être humain va avoir un moteur autopropulseur qui le sait, chaque décision, elle n'est pas éternelle. On peut réorganiser les choses. Et il faut que la politique réfléchisse toujours, voilà, est-ce que là, c'est la bonne décision que l'on a prise? C'est ça qui est notre guide pour prendre des décisions. Et bien sûr, il faut continuer à faire avancer l'innovation. Tu as dit, il faut savoir corriger si on se rend compte que ça ne va pas dans le bon sens. Donc, il y a, c'est clair, d'après toi, de l'innovation qui n'est pas durable. Ça dépend toujours de l'endroit où on est par rapport aux innovations. Quel est leur sens? Une innovation, est-ce qu'elle est là pour qu'elle soit durable ou a-t-elle un autre objectif et puis en produit annexe, elle n'est pas durable. Ça peut arriver. Donc, il faut regarder comment peut-on faire le résultat que l'on a obtenu de par l'une des innovations, parce qu'il y a toujours de nouvelles connaissances qui voient le jour. Comment peut-on rendre ça durable et continuer à faire des recherches? De par le principe, l'innovation, ce n'est pas forcément lié à la durabilité. Mais ça serait bien d'avoir des innovations, notamment durables, et continuer la recherche dans ce sens-là. Pour ce qui concerne l'innovation, c'est toujours quelque chose de Tu as aussi cette impression lorsque tu réfléchis par rapport à l'innovation durable, c'est tout d'abord technique, la mobilité électrique ou peu importe, ou as-tu un autre exemple où ce n'est pas avant tout la technique, mais autre chose? Eh bien, au prime abord, je pense surtout
beaucoup à la technique, parce que la technique au cours des dernières années, c'était ça toujours qui nous a amené l'innovation la plus importante par rapport à la numérisation. Nous avons de nouvelles connaissances qui nous permettent d'avancer. Lorsque je pense à la durabilité, sans doute mobilité électronique, c'est très intéressant, mais aussi les éoliennes, les innovations qu'il y a eu à cet égard au cours de la dernière vingtaine d'années, photovoltaïque, ça s'est beaucoup amélioré. Si on compare avec la situation il y a 10 ans, récemment, j'ai fait une visite auprès d'une entreprise ici près de Bremen et là aussi ils ont dit il faut qu'on donne toujours les informations de ce qui est possible. Lorsque l'on parle de l'innovation sociétale, on peut réfléchir comment veut-on organiser l'alimentation, comment veut-on vivre, comment on veut organiser le transport. Mais il ne faut rien imposer aux hommes. Il faut donner des incitations. Lorsqu'on parle de l'alimentation, il faut que l'on réfléchisse comment peut-on consommer moins de viande si j'ai des bons produits de succès d'année, comme par exemple un saucisson qui n'en soit pas, qui soit finalement fait avec le jaune d'œuf. Mais bon, je pense quand même malgré tout à la technologie. Peut-être toi, tu as un autre exemple. Eh bien, pour ce qui me concerne, je réfléchis. Madame Angela Merkel, il y a quelque chose en arrière, lors du congrès annuel du Conseil allemand de la durabilité, a dit ce que nous faisons à l'heure actuelle n'est pas suffisant. Il faut avoir le courage d'entamer une transformation authentique. Je pense que là, elle a non seulement voulu parler de quelques technologies supplémentaires, mais elle a voulu dire ce que tu dis aussi. Il s'agit des habitudes de vie, voilà, que ça soit le saucisson à partir du jaune d'œuf. Mais voilà, je crois que c'est ça. Il faut du courage, il faut surmonter certaines peurs pour que l'innovation puisse avoir lieu. Ça se réfère aussi à la biodiversité, non seulement le climat, aussi les ressources. Est-ce que tu crois qu'il y a des angoisses qu'il faut d'abord surmonter? Ah bah oui, c'est clair. Beaucoup de personnes ont des angoisses. On n'aime pas si notre vie est transformée. On l'a vu, la pandémie, du point de vue psychologique, ça a bouleversé les hommes. D'un coup, il a fallu être à la maison, on a rencontré moins de gens. C'est une situation extrême. Mais là aussi, si maintenant on n'entend pas le sujet du changement climatique, ça peut aussi donner lieu à une situation extrême où il y a un bouleversement de toute notre vie. Donc la transformation maintenant, on veut la mener à bien au point nécessaire, mais pas au-delà. On ne peut pas dire aux gens d'ores et déjà interdit de partir en vacances, interdit de manger de la viande. Il faut qu'on regarde de près. Dans quelle mesure peut-on rendre toutes ces choses-là neutres par rapport au climat? Donc, emprunter la voiture en garantissant que ça soit neutre pour le climat, prendre l'avion en garantissant que ça soit neutre pour le climat. Eh bien, les Américains étaient capables d'aller sur la Lune 50 ans en arrière. Donc, nous, on est en mesure de réussir le transport de façon à ce qu'il soit neutre du point de vue du climat. Donc, comme ça, on va créer en quelque sorte le changement climatique. Lorsqu'on parle du courage, ça vient du côté de la politique. Il faut des décisions courageuses. Alors, parce que ce qui n'est plus possible de nos jours, c'est de garder toutes les portes ouvertes et finalement dormir dehors dans le couloir. Il faut regarder quelles sont les technologies sur lesquelles nous allons muser pour atteindre nos objectifs. L'innovation doit être soutenue dans beaucoup de domaines pour que finalement on puisse être neutre du point de vue climatique par rapport à nos transports, par rapport à notre vie. On a parlé du climat, de la protection climatique, de la protection environnementale. Souvent, à cet égard, on emploie de termes de durabilité. Est-ce que pour toi aussi, ce sont des synonymes ou bien s'il y a une différence, elle étudie changement climatique, durabilité, où sont les différences? Eh bien, protection du climat, durabilité, ça se complète plutôt que ça soit utilisé. Voilà, c'est complémentaire, pas différent. Et pour moi, ça veut dire la durabilité. On regarde la
biodiversité. On regarde quelles sont les limites que la planète nous impose, certaines ressources, dans quelle manière peut-on les utiliser, quelles sont les ressources qui finalement s'achèvent, comment peut-on veiller à ce qu'il n'y ait pas plus d'espèces d'animaux qui meurent, avoir quand même une vie durable dans tout ce circuit mondial qui existe en raison de la biodiversité. Tout ça, c'est très important. L'environnement, ce n'est pas automatiquement le climat. Si on prend cet exemple, le nucléaire pour le climat, c'est plutôt bien parce que c'est pauvre en émissions CO2. Mais pour l'environnement, c'est très, très mauvais parce que s'il y a un incident, si on ne sait pas comment stocker le résiduel, c'est très dangereux pour l'environnement. Donc, il faut bien différencier les choses. Ce qui est important, c'est que finalement, on soit dans un monde neutre du point de vue du climat, qui en même temps garantit la biodiversité. Il faut faire beaucoup de choses pour qu'en 2060, on puisse toujours bien vivre sur notre planète. Je vois le temps s'écoule parce que pour moi, il s'agissait notamment de dire que la protection climatique, ce n'est pas forcément durable. Il faut faire attention à ça, avoir de la protection climatique durable. Et lorsque je regarde votre projet, vos limites imposées, voilà, je vois, si c'est une bonne intention, ce n'est pas forcément bien fait. Lorsqu'on regarde tous les aspects de la durabilité, je pense là tous ensemble, partout où c'est possible, il faut qu'on fasse la publicité ensemble pour que ça soit véritablement une politique durable pour la protection climatique. Nous retenons vers Joshua Chambers en Asie sud-orientale, Singapour, pour voir ce qui est fait là-bas pour se préparer pour les développements de l'avenir. Eh bien, vous êtes à nouveau les bienvenus. On a apporté un petit film par rapport à notre travail futur. Les vies ont connu des changements. Et la numérisation, l'automatisation, beaucoup de choses qui modifient notre manière de vivre. Tout ça, c'est arrivé avant la pandémie. Je suis Pung Kim Wan, directeur l'ICANN du Centre de Ville Innovatrice. Mon équipe et moi, on fait des recherches par rapport à la crise, la transformation, la disruption. Donc, pour nous, c'est une tâche bien préparer l'avenir. On fait de la déconstruction, la reconstruction, parce qu'il y a de la disruption. Ça affecte tâche par tâche, pas métier par métier. Donc, une fois que le processus est achevé, on peut évaluer le résultat final. Donc, on peut identifier de nouvelles alternatives et aussi évaluer les différents profils de métiers pour voir à quel point ils sont résilients, mais ce n'est pas tout ce que l'on peut faire grâce à cette approche. Je suis un psychologue en matière et aussi un sociologue. J'essaye de voir quelles sont les tâches qui voient le jour. C'est ici un moteur. On peut créer de nouveaux rôles. Tâches, c'est un bloc de création avec des tâches. On peut développer un nouvel avenir pour relever les défis. Le changement technologique est là, mais ça va prendre du temps pour les pays pour s'y préparer. Il faut prendre le temps parce que, bon, il faut aussi coordonner tout ce qu'il y a comme travail. Plus ça prend du temps, plus ça va être dur pour les travailleurs. Il faut faire mieux. Donc, notre équipe et moi, on a décidé, on prend la technologie, les travailleurs, on veut les promouvoir. Alors, vite, il faut partir. Eh bien,
Si vous n'avez jamais vu ce genre d'ours, c'est normal. Il faut juste que vous sachiez que voilà, ça c'est la meilleure étape à suivre. Il faut que l'on soit solidaire. Il faut que on s'aide mutuellement. Mon équipe et moi, on a notre objectif, on a les différents avantages à appliquer. On a des bases de données, des différentes tâches qui sont reliées en réseau. Il y a des métadonnées. Cela est relié à un système d'ordinateur. On développe de nouvelles capacités. Comme ça, on peut tenir compte de l'avenir à de différents niveaux. On peut tout cela grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Je suis Radha Vinod, je suis aussi une artiste, je suis aussi mère comme tout chacun. Je suis là. Je vois qu'une dimension, c'est les métiers qui existent sur le marché. Ça va être difficile pour créer et maintenir les capacités des êtres humains. Il y a le marché du travail. Là, je peux vous être utile. Il y a des algorithmes qui peuvent nous aider à calculer la situation, recueillir les données. Le monde réel est toujours beaucoup plus complexe. Ça ne peut pas être prédit de par l'intelligence artificielle. Donc, il faut voir concrètement comment les gens travaillent et quel est l'impact de la technologie sur leur métier. J'essaye de trouver, du point de vue des métiers, ce que le travail signifie pour ceux qui l'exercent. Donc, on essaye d'avoir les différentes valeurs, on essaye de regarder l'avenir de manière nuancée. Eh bien, de par l'intelligence artificielle, on peut retenir le mieux pour les êtres humains à l'avenir. Cela nous permet d'avoir des nouvelles possibilités. Par exemple, transition, quelqu'un qui était chauffeur de bus, qu'est-ce qu'il va faire à l'avenir pour piloter un bus? Voilà, nous avons nos capacités. Il faut voir comment les adapter à ce que nous devons faire à l'avenir. Donc, il y a des secteurs qui ont connu la disruption. Il faut les transformer. On développe la politique, tous les défis à relever et nous sommes là pour trouver une stratégie de répondre. Bonjour, je m'appelle Zahiline et moi, dans le projet, j'ai voulu prendre le travail académique, j'ai voulu comprendre des forces globales, les mesures, comment tout cela se réunit pour influencer l'espace public. Comme ça, on peut voir les limites de la politique actuelle. C'est pour cela que l'on coopère. Donc, l'information de Singapour, nous avons notre commission d'analyse. Nous aidons les travailleurs pour mieux vivre la disruption. On peut créer des nouvelles tâches et permettre à tout chacun le passage vers l'avenir. Super! Et maintenant, la personne que l'on a vue sur le film est ici avec nous. Eh bien, voilà, il était question des données et une question évidente, c'est comment peut-on garantir à ce que les personnes gardent confiance dans toutes ces nouvelles initiatives. Oui, bien sûr, on reconnaît, il y a cette stratégie
Et il y a une raison à cela. On réfléchit à l'inclusion, non seulement par rapport à ce point, on réfléchit à l'inclusion sur une échelle de temps plus grande. On essaye comment promouvoir les personnes pour que aussi à l'avenir, ils vont trouver du travail. Voilà, comme par exemple celui qui était chauffeur de bus qui après va piloter un bus. Donc, il faut gagner confiance en ce que l'on fait et on peut utiliser la technologie. Donc, qu'est-ce que tu crois? La ville de Singapour, comment est-ce qu'elle va connaître des changements? Tout le monde se prépare à l'avenir. Il y a l'inclusion socio-économique. Et bon, Singapour, c'est un espace très limité. On peut seulement survivre et avoir du succès si les autres survivent également. Bon, il y a de la compétition, des conflits de différentes couches qui sont là. Donc, une grande partie de notre travail, c'est de continuer à travailler avec les gens partout dans le monde. Il faut ramener tout ça à un niveau pratique du travail. On vient de voir un film, par exemple, du travail qui vient tout juste de démarrer. Il faut regarder les métiers en Europe. On regarde comment peut-on se compléter mutuellement, faire en sorte que plus de personnes puissent faire partie de toute cette organisation. Les villes intelligentes, les smart cities, comment dois-je le voir? Eh bien, dans notre projet, il y a des gens qui ont été là pour la conception de par ordinateur ou bien c'est des designers dans le domaine de la mode. Il ne faut pas qu'il y ait un cloisonnement. On a des problèmes complexes dans le monde. Donc, l'aspect multidisciplinaire est très important. Il faut des équipes de projet qui travaillent dans certains espaces délimités. Donc, il faut qu'ils coopèrent ensemble de manière respectueuse. Et puis, il y a un autre projet, c'est cette discussion par rapport au long terme. Cela commence au niveau de l'école. Un projet, c'était de voir comment peut-on encourager les étudiants de prendre les objectifs qui sont là et réfléchir comment on peut résoudre les grandes questions pour l'humanité. Qu'est-ce que l'on peut faire par rapport au changement climatique, la pandémie, quelles sont les raisons de la pandémie, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, on a essayé de réunir de différents objectifs et apporter la réponse à la grande question, notamment les élèves. Comme ça, ils connaissent de différents sujets, se développent et comprennent mieux ce qui se passe. Donc, à l'école, on peut faire beaucoup de choses. Donc là, on peut commencer à faire en sorte que chacun ait une attitude ouverte. Voilà, j'en reviens à cet exemple. Chauffeur de bus, après, il peut piloter des drones. On n'a pas encore entraîné qui que ce soit. Ça a été développé avec les syndicats. Un syndicaliste est venu nous voir. Il a dit, je ne suis pas sûr si ça puisse faire sens. Ils ont dit, peut-être, moi, je suis celui, m'a dit un syndicaliste, qui n'est pas suffisamment ouvert d'esprit. Donc, on a mené à bien un atelier de travail avec de différentes personnes du secteur de transport. On a essayé de réfléchir sur l'avenir. L'entraîneur était un peu dessus de nous parce que, voilà, le résultat, c'était, eh bien, on va juste piloter des drones. Et la prochaine étape de ce travail, c'est la mise en œuvre. Comment peut-on voir comment on a formé les conducteurs quand on a les différents véhicules. Après, faire toutes ces choses intéressantes que autrement on n'aurait jamais cru possible. Et avec COVID-19,
notamment. On a vu un impact économique, notamment par rapport aux personnes âgées, ceux qui ont mené à bien leur travail depuis très longtemps. Eh bien, comment, avec tous ces gens-là, on parle de l'avenir et de ce changement des profils de métier? Tout ça, ça se passe dans une bonne ambiance, quel que soit ton âge. Tu es excité par rapport à ce qui est possible. Tu as des idées. Alors aussi, le chauffeur du bus, pilote de drone, c'est un grand exemple. Là aussi, dans notre atelier de travail, il y avait des gens qui avaient la soixantaine qui étaient très excités par rapport à toutes ces nouvelles opportunités. Donc, il y a des secteurs où on peut utiliser davantage des robots. Pour certaines personnes, ça va se traduire en une perte de l'emploi. Mais quand même, toutes ces questions, il faut se les poser. Il faut voir comment peut-on faire la transition. Donc, si tu veux être plus utile, il faut voir, il faut s'adapter. Ils ont leur passe-temps libre. Donc, là, ils peuvent s'occuper de l'agriculture sur des petites parcelles qui leur sont attribuées. Il faut, bien sûr, c'est une chose, travailler avec ce que l'on adore, mais après, il faut voir les professions, les parcours possibles, les capacités à développer. Eh bien, par rapport à la pandémie, les villes en elles-mêmes, les villes qui connaissent de la croissance, vous essayez de réfléchir aussi par rapport à tout cela, n'est-ce pas? Oui, les villes connaissent une croissance, c'est pour des raisons historiques. Lorsqu'on regarde 30-40 ans en arrière, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de villes qui sont devenues plus mondiales, qui appartiennent à un réseau mondial. Et comment est-ce qu'on peut gérer toutes ces activités, toutes ces chaînes de livraison? Eh bien, il faut des technologies mondiales. Donc, ça veut dire maintenant, notre géographie est plus large, donc il faut qu'on ait la capacité de coordonner tout ça. Donc, les villes qui sont devenues grandes, maintenant ont encore gagné en importance. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup plus de choses à faire pour créer des opportunités pour les citoyens. Merci. J'aimerais terminer sur une nuance positive. Alors, qu'est-ce qui est excitant pour toi pour l'avenir? Oui, voilà, ça touche à l'humanité. Au cours de la dernière année, on a soutenu les gens qui avaient des difficultés, on a envoyé des paquets, on savait les collègues qui avaient des problèmes. Par exemple, Singapour était là. Il y a eu beaucoup d'aide dans le voisinage direct, de proximité. Donc, on essaye d'être aimable. Deuxième partie, c'est l'humanité en général. Les vaccins, on n'a jamais développé un vaccin dans l'espace de 9 mois. Donc, c'était un certain record. Bon, il faut s'adapter à la numérisation. Donc, l'humanité en général doit s'unir, se dire il faut résoudre les problèmes socio-démographiques. Donc, vous savez, vous êtes en mesure donc, de vous imaginer tout ce qui nous attend dans l'avenir. Bon, quelles sont mes tâches de remplacement? Si un robot me remplace, bien sûr, tu vas servir à quelque chose de bien. Et peut-être tu n'y as jamais pensé, mais nous, on va en faire un usage. Je reviens à mon exemple avec le chauffeur de bus. Bon, les capacités qu'il a à faire de l'agriculture à petite échelle. Bon, de toute façon, on a 5-10 ans pour s'orienter, pour trouver quelque chose. Et développer les capacités, ça veut dire développer les facultés, avoir de l'imagination, d'avoir utilisé l'intelligence artificielle. Et voilà, il faut se servir de son imagination pour s'inventer des métiers de l'avenir. Merci beaucoup.
Mais voilà, je suis contente quand même que là, je n'ai pas été interviewée de par un robot. Bon, maintenant, passons à Karlsruhe. On va visiter un laboratoire de l'avenir, Living Labs. Bonjour, de Karlsruhe, Daniel Walter, Innovation Transfert. Je vous souhaite cordialement la bienvenue pour cette visite virtuelle de FDU House of Living Labs. Vous le voyez devant vous, le House of Living Labs à Karlsruhe. C'est juste en face de la maison principale de FZI et vous voyez bien les couleurs de l'été. Maison de Living Labs, c'est un paysage de la recherche participative. C'est aussi un showroom et cela nous permet de faire en sorte que les sociétés viennent nous voir, reçoivent de notre part une démonstration de nos activités. Quels sont les différents champs d'application pour nous qui existent, tous les domaines où nous sommes actifs et nos objets de recherche actuels. Et aussi pour démontrer où nous amènera le voyage à l'avenir dans le domaine de la technologie d'information et de communication. Voilà, on voit ici les extérieurs. Nous sommes dans la cour intérieure de House of Living Labs. Sur la gauche, vous voyez EFA Shuttle, la navette. Sans doute, vous en avez déjà entendu parler. Je ne vais guère le répéter. Tout juste la recommandation suivante. Si vous voulez en savoir davantage, veuillez visiter notre site web ou bien notre canal YouTube. Là, il y a un certain nombre de films qui sont à votre disposition. Nous sommes dans le garage, en plein milieu. Vous voyez KOKA, notre plateforme de base lorsqu'il s'agit du sujet de la conduite autonome. Là, c'est rempli de technologies, des capteurs, des caméras, des modules de serveur à l'arrière, tout ce qu'il faut pour qu'un tel véhicule puisse avancer de manière autonome. KOKA lui-même, c'est donc notre véhicule de recherche que nous mettons à disposition des entreprises qui coopèrent avec nous et qui développent ce type de système d'assistance. KOKA, voilà, paysage de recherche participatif. Il s'agit là d'un objet de recherche qu'en même temps on peut utiliser, qui est à la disposition des sociétés KOKA. Après, s'intègre dans le champ d'essai conduite autonome. Il ne s'agit pas d'un domaine cloisonné. Il y a un champ d'essai qui est intégré dans l'espace public, dans le transport public. Donc, notamment dans la partie est de la ville de Karlstadt, il y a des tronçons où les feux ont été munis de capteurs et KOKA ou EFA Shuttle, ces deux véhicules communiquent, interagissent avec les capteurs. Les capteurs intelligents. Si par exemple le feu est rouge, le véhicule identifie la couleur et aussi le feu va se communiquer avec le véhicule. Donc la communication est importante et là aussi FZI est très actif par rapport à cela, se préoccupe de la question de savoir comment là la communication peut être agencée de manière sûre et certaine. On regarde à nouveau la carte, il y a 6 autres domaines, champs d'application où FZI mène à bien des recherches, de recherche misées sur des applications concrètes. Un sujet, c'est l'énergie, c'est très lié au sujet de la mobilité. Dans le Living Lab Smart Energy, là, à nouveau, terme clé, paysage de recherche participative. Vous voyez le hardware pour le courant alternatif sur le toit. Il y a une installation solaire qui nous permet
d'engendrer de l'énergie, de la stocker, de l'utiliser. Pour tout cela, nous avons besoin d'un management pour optimiser le tout, aussi par rapport aux ondulateurs. Et voilà la petite visite virtuelle. En fait, en gros, c'est vraiment comme à Karlsruhe. Et très vite, on va au rez-de-chaussée. On revient vers le début et voilà, j'ai juste à vous remercier. J'espère que pour vous, cela vous a donné une petite idée du travail de F7I et je vous souhaite encore une conférence intéressante et une belle journée. Restez en santé. Merci beaucoup, cher Monsieur Walter, pour cette visite guidée fantastique, même si nous ne l'avons pas vue. Il existe réellement. On a visité justement cette maison du laboratoire vivant et à l'époque, il nous a fait une visite guidée en direct, mais c'est très intéressant aussi de le suivre en virtuel dans cette situation. Nous sommes donc en direct dans le laboratoire vivante dans cette maison. Donc, j'ai ici avec moi Dr. Frau Kögel, responsable de stratégie de l'innovation et du transfert au centre de la recherche FZI pour technologie de l'information Karlsruhe, qui a travaillé pour l'agence de la mobilité du Baden-Württemberg. Elle est donc directrice de la stratégie de l'innovation et du transfert au centre de recherche FZI. Madame Goll, grâce à cette maison des laboratoires vivants, vous voulez ouvrir justement votre activité à un public plus large. Quelle est l'idée qui s'ache derrière? Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup de m'avoir invité, de donner une impression de nos activités de cette maison des laboratoires vivants. Nous l'avons déjà vu dans cette vidéo. Donc, la recherche participative est notre slogan qui est réalisé avec des partenaires de la politique, de la recherche, de l'administration, des communes, de l'économie. Donc, ensemble, dans nos différents laboratoires, à savoir notre entourage, compte plus de 2000 mètres carrés. Dans 8 laboratoires, nous travaillons sur des thèmes très divers. Et dans ce cadre, il s'agit pour nous surtout d'une part de sensibiliser, donc de rendre visible cette recherche, de la rendre plus pratique, de donner la possibilité aux utilisateurs d'intervenir à un stade très précoce et de donner leur point de vue également, et aussi d'autre part, c'est une de nos tâches centrales de justement intégrer les petites et moyennes entreprises, de les intégrer dans ces développements. Nous avons les screenings technologiques, nous formons aussi différents ateliers, des formations à différents sujets, et ainsi nous sommes en échange avec des petites et moyennes entreprises afin de les approcher de ces nouvelles technologies. Donc l'objectif général de cette activité est de justement permettre une vraie collaboration entre l'économie et la recherche avec la société, et justement la rendre plus pratique, plus visible. Et le réseautage avec la ville de Karlsruhe, est-ce qu'il s'agit aussi d'une mission au niveau communal? Est-ce que tout le monde peut entrer dans ce laboratoire? Bon, à titre général, tout le monde peut évidemment être la bienvenue. En ce moment, il faut justement s'inscrire. Mais nous avons des visites guidées. Pendant la période du corona, c'était un peu plus difficile, évidemment. Et pour nous, c'est très important de travailler avec les partenaires, à savoir les municipalités, l'administration publique. Pour moi, c'est toujours une tâche publique. Pour vraiment être des leaders au niveau global, il faut travailler ensemble. Pour moi, c'est très important que les communes et municipalités s'entendent aussi comme les
plateforme de l'innovation. Il s'agit aussi de concevoir justement notre environnement comme un laboratoire. Alors, qu'est-ce qui peut réellement être pratique, expérimenté en réalité? Nous avons la grande chance ici à Karlsruhe que la ville est très active dans ce domaine. Nous avons un très grand nombre de sujets que nous élaborons ensemble. Par exemple, justement, les projets autour de la conduite autonome, et les vitrines digitales, etc. Ce sont les activités parmi d'autres que nous menons à bien avec la ville de Karlsruhe. Donc, je crois que c'est particulièrement important de s'engager ensemble, de travailler sur les difficultés ensemble pour aussi augmenter la confiance dans la technologie ensemble. Merci beaucoup. Juste pour finir, est-ce que nous osons assez, en ce qui concerne les innovations, est-ce que le climat sociétal devrait changer? Eh bien, est-ce que nous sommes assez courageux? Eh bien, les temps changent. Même si nous avons déjà fait beaucoup d'efforts au niveau de notre société, il faut aussi revoir la culture de l'échec. Il faut être possible de dire dans les startups, dans la recherche, que voilà, nous avons essayé quelque chose, ça n'a pas marché. Il faut que ce soit possible. C'est urgent d'avoir des espaces à l'expérimentation. Il faut avoir des réglementations différentes dans ce cadre, de pouvoir travailler, pour réellement vivre les expériences et voir de manière pratique les résultats de la recherche. À mon avis, la recherche et le développement sont des aspects très, très importants et nous avons besoin à cette fin un accès équitable et transparent aux subventions publiques, peu importe la taille d'une institution de recherche. À mon avis, c'est un point particulièrement important et c'est nécessaire si nous voulons réellement aussi développer notre recherche et la technologie. Je suis convaincue que nous sommes sur le bon chemin en Allemagne. Nous sommes en train de mettre en place des écosystèmes très durables, surtout dans notre laboratoire qui travaille sur l'intelligence artificielle. Nous réunissons différents partenaires, les startups, avec les entreprises qui agissent depuis longtemps sur le marché. Par exemple, nous regroupons, concentrons les compétences de l'économie. Et nous voulons réellement être une avant-garde dans ce sens. Donc, je n'ai pas peur. Il faut être courageux, il faut oser, mais il faut réellement revoir et établir cette culture aussi de l'échec. Voilà, vous avez donné les premières impulsions de la discussion qui va suivre. Merci à votre FZI et la Maison des laboratoires vivante et un grand merci aussi à votre collègue Stéphanie Kaiser qui a collaboré justement à la mise en place de cette rencontre. Nous allons passer maintenant à Stéphanie Kaiser, à Tobias Wagnermann, à Berlin. Merci, Monsieur Hofermann. Je me réjouis d'accueillir ici Stéphanie Kaiser, ici à Berlin, qui est membre et présidente de directrice générale de Heartbeat Labs et aussi membre du conseil numérique du gouvernement fédéral. Grand plaisir de vous accueillir ici, Madame Kaiser. Vous avez déjà accompagné un voyage de délégation numérique à Singapour. Laquelle était votre impression la plus forte? En fait, le plus impressionnant pour nous, c'était de voir comment à Singapour, une entreprise a été mise en place qui coopère et développe avec les autorités publiques des logiciels pour l'autorité publique. Nous avons donc regardé sur place comment ils travaillent, comment ils ont mis en place toutes ces structures. Et j'y pense
pense encore aujourd'hui. C'était vraiment des leçons tirées que nous avons mises en œuvre ici aussi. On va en parler ultérieurement. Cela a l'air très intéressant. Donc, en tant que membre du Conseil numérique du gouvernement fédéral, parmi 8 membres au total qui mettent à disposition votre expertise au gouvernement fédéral, sur quelle mission vous vous concentrez en particulier? Nous avons tous des focus différents. Nous avons un thème central, c'est vraiment la mentalité, le mindset. Nous l'avons déjà entendu. Peu importe de quel point de vue nous nous sommes approchés de notre travail, on s'est toujours retrouvé autour de la question de la mentalité. Nous avons mené à bien des ateliers avec les secrétaires d'État sur cette culture de l'échec aussi. Nous avons aussi l'intention de mettre en place une SARL, propriété du gouvernement fédéral, qui développera justement aussi des nouvelles solutions technologiques pour la société de manière mobile et agile. Cela a pris un certain temps. Nous avons donc accompagné ce processus de fondation, de création de cette entreprise. Et nous avons permis que cette entreprise, qui est les meilleures conditions de départ pour mieux collaborer avec la, l'administration publique. En octobre-novembre, cette société a été créée. Elle travaille déjà sur les premiers projets. Ils ont une équipe de départ formidable, ce qui est vraiment le plus important pour un start-up, parce qu'elle façonne vraiment la politique de l'entreprise pour les années à venir. Un premier projet a été déjà mis à bien, à savoir une déclaration d'impôt numérique qui s'adresse aux retraités, qui est plus facile, qui vraiment montre aussi qu'on peut faire tout cela nous-mêmes. Et puis aussi, un autre sujet central était vraiment, la création d'entreprises plus créatives, à savoir l'idée de comment mieux, plus facilement créer des entreprises en intégrant plus d'idées, des nouvelles technologies, plus d'innovations. Nous avons eu toute une réunion autour de ce sujet de la création d'entreprises et nous avons justement donné tout un nombre de recommandations. Donc, cette entreprise s'appelle Digital Services for Germany, donc les services numériques pour l'Allemagne. Il faut le soutenir. Il y a 3 ans presque, en août 2018, le gouvernement fédéral a créé ce conseil numérique. Donc, en passant par le corona, on s'est à peine rendu compte du temps passé. Alors, quel est le bilan de ce conseil? Il y a eu d'autres commissions aussi qui ont conseillé, par exemple, le gouvernement aussi, le Parlement, par exemple, la commission éthique. Et quel est votre bilan, alors, à vous? Bon, je dirais que tout d'abord, j'étais très étonnée de l'intérêt authentique à notre travail. Justement, on n'a pas seulement été créé pour couvrir aussi ce sujet d'innovation de la technologie. Non, on a vraiment rencontré des portes très ouvertes. C'était plus ce travail qu'on ne pensait avoir, mais on le voulait aussi. On voulait réellement créer quelque chose. Et lors des très grandes réunions, de mon point de vue, on a rencontré plus d'ouverture, plus d'intérêt que ce que je pensais personnellement. Et nous, qui venons de l'économie, Yad Marnish et moi-même, qui étais donc responsable des startups, de la création d'entreprises, on ne dirait jamais qu'on est content. On dirait qu'on a mené à bien des choses de manière très, très rapide, car on vient d'un autre monde. Mais on a dû apprendre aussi qu'on ne peut pas, diriger un pays comme on dirige une entreprise, qu'il faut plus d'ouverture, que nous, de l'économie, devons aussi être ouvertes à la façon de travailler dans l'administration publique, mais vice-versa. Et c'est ainsi qu'on peut créer quelque chose de positif, tel que le service numérique pour le gouvernement. Une dernière remarque à ce sujet. En fait, ça a pris plus de temps que ce que je pensais, que c'était un peu plus difficile que ce que je pensais au départ, mais je pense que les efforts sont positifs, car quand on fait du sport, c'est aussi perçu comme positif. On a vraiment mis en œuvre plus de choses
qu'on ne pensait. Et un grand nombre de résultats ne sont pas directement visibles, mais qui sont quand même les piliers pour les développements d'avenir. Juste un exemple. Par exemple, l'harmonisation des registres qui aujourd'hui, je vais à l'administration publique, je ne sais pas exactement, ou en fait les différentes administrations ne savent pas ce qui est enregistré sur quel citoyen, dans quelle autorité. Et là, nous avons créé justement un nœud de données qui permet justement de réunir toutes ces données. Et justement, la clé aujourd'hui, c'est l'identification par votre numéro fiscal. À savoir, il ne faut pas remplir à chaque fois que vous allez à une administration publique toujours les mêmes formulaires. Ça n'a pas l'air très révolutionnaire, mais c'est quand même ultra pratique. Et ce n'est pas encore très connu par le public, mais je crois que par petits pas, nous avons déjà eu des acquis. Nous avons réellement créé une bonne base pour la numérisation de l'Allemagne de l'avenir. Je trouve que c'est extraordinaire qu'on peut justement trouver toutes les données dans un endroit et qu'il ne peut plus y avoir d'erreurs grâce à ce moyen. Et évidemment, il y a aussi beaucoup de moyens de subvention pour les entreprises. On va en parler encore dans l'après-midi. Quand il y a des gens qui ont une idée, qui ont envie de la mettre en œuvre, qui voient aussi un marché pour cela, où est-ce que vous voyez encore un espace où il faut vraiment développer la possibilité de création d'entreprises? Eh bien, j'ai déjà abordé. Il y a souvent le problème de la mentalité. Bon, il ne faut pas généraliser, mais souvent en Allemagne, on réfléchit d'abord, on veut être perfectionniste, etc. On veut éliminer toutes les erreurs possibles et donc on ne bouge pas. Et en fait, on veut y intervenir à un stade très précoce, à savoir, il faut apprendre déjà aux enfants en Allemagne qu'ils ont le droit à l'erreur, que l'erreur leur permet d'apprendre, que c'est très bien aussi de ne pas connaître la solution à 90% des tâches auxquelles vous serez confrontés. Et de manière pratique, je propose qu'à chaque étape dans la formation, dans l'éducation à l'avenir, à savoir de nos enfants, on peut vraiment introduire une nouvelle approche, à savoir qu'est-ce qui se passe quand j'ai un baccalauréat, quelle option aurais-je, par exemple, une année volontaire sociale, etc., que les jeunes aient aussi la possibilité de faire une année volontaire dans une entreprise, dans une start-up, de savoir expérimenter comment c'est de créer soi-même une entreprise. Et quand on voit qui sont les créateurs d'entreprises, eh bien, souvent, ce sont les économistes, des scientifiques, donc ça sera intéressant justement de donner la possibilité à des étudiants loin de l'économie, par exemple, ceux qui sont dans la médecine ou ailleurs, de les approcher de l'économie. Eh bien, il faudrait peut-être aussi diffuser ces idées par le numérique et aussi donner des bons exemples et être courageux. C'est une recommandation que je donnerais. Sinon, le courage doit être aussi récompensé davantage. À savoir, quand il y a un échec, quand quelque chose va mal, il faut dire, ne pas dire, eh bien, c'est mauvais. Non, il faut dire au contraire, ah, c'est génial, il a eu le courage de l'essayer, il faut aller plus loin et peut-être qu'on va revenir là-dessus. Bon, vous venez
plutôt donc des sciences littéraires qui s'adressent ensuite et se marient avec un informaticien. C'est intéressant. Donc on va rediscuter tout cela cet après-midi. Je rends la parole à nos amis à Berlin. On était donc à Karlsruhe, à Singapour et à Brême. Grand voyage. Excusez-nous pour les défauts techniques. Nous voyageons à travers des milliers de kilomètres. Donc au niveau informatique, il y a parfois des problèmes techniques, technologiques. Nous l'avons entendu, cela fait partie d'une mentalité positive. Alors, qu'est-ce que nos téléspectateurs ont appris? Ou y a-t-il encore des questions ouvertes? Oui, Miguel, notre public nous a déjà posé un grand nombre de questions. Je voudrais tout d'abord vous présenter nos panélistes, Dr. Frauke Goll, que vous venez de rencontrer. Et il y a aussi Christian Eschler de Singapour, il est directeur du bureau à Singapour de la CAS. On commence avec notre première question qui s'adresse directement à Wiebke Winter. Est-ce que l'Allemagne est bien positionnée au niveau stratégique pour justement aborder et développer de nouvelles technologies pour l'avenir? C'est une très bonne question. Je trouve que les innovations sont importantes et c'est bien que nous investissons davantage dans ces innovations, mais on peut s'améliorer encore. Quand je pense par exemple au secteur de la médecine et quand je vois aux options de l'amélioration au niveau de la digitalisation, eh bien, je voudrais que justement les règlements au niveau de la protection de données doivent s'améliorer. Il faut être dire clairement, voilà ce qui est possible, voilà ce qui n'est pas possible, voilà comment on peut procéder. Peut-être big data et l'intelligence artificielle peut être utilisée de manière intelligente, par exemple pour la lutte contre les cancers. Une question à Madame Goll. Nous l'avons déjà abordé concernant la mentalité. Lesquelles, à votre avis, sont les différentes mentalités comparant l'administration publique avec l'économie et donc les entreprises, le monde des entreprises? Eh bien, la question de la mentalité m'a beaucoup plu tout à l'heure. Nous l'avons déjà entendu tout à l'heure. Quand on compare le monde de l'entreprise avec l'administration publique, je vois des énormes différences. Nous vivons dans une période où nous sommes très ouverts vis-à-vis des nouvelles technologies. Il y a aussi une certaine avant-garde qui est très forte, très active dans le domaine des nouvelles technologies également. Mais souvent, nous observons également, surtout dans notre travail au quotidien, que l'administration publique ne suit pas réel. Nous l'avons déjà abordé tout à l'heure dans l'entretien. Il y a souvent aussi un grand besoin d'agir qui commence au niveau de l'offre, qui va jusqu'aux applications pratiques. Nous l'avons déjà entendu, cette mentalité de l'accès aux technologies doit être donné, les opportunités doivent être créées. Un premier pas a été déjà fait avec notre laboratoire vivant, car nos administrations publiques ici doivent être justement connectées et interconnectées, à savoir la fédération et les États fédérés. Se sont obligés de faire ce pas. Et donc, c'est très important aussi pour la recherche, nous l'avons entendu, de partager aussi les résultats, les expériences et donner l'accès de manière sécurisée, en respectant aussi la législation en vigueur, en particulier la législation concernant la protection des données, etc. Mais il faut ouvrir cet accès. Bien, merci beaucoup. Donc, il y a des premières étapes qui ont été franchies, malgré des difficultés. Il y a aussi une question nationale dans un contexte international, M. Eichler. On a déjà parlé des études, surtout cette étude sur les innovations de
de la casse. Comment Singapour se positionne par rapport à cette étude? Tout d'abord, bonsoir de Singapour, aussi de ma part. Oui, en effet, en tant que fondation Konrad Adenauer Singapour, nous avons analysé les conditions cadres des innovations en Asie. Nous avons analysé la situation dans 7 pays différents. Nous avons aussi mené à bien des sondages et en effet, nous avons trouvé qu'en Asie, contrairement aux clichés qu'on a souvent, que la population ne s'intéresse pas à la protection de leurs données, mais qu'il est important de marier l'aspect de la protection des données avec les innovations. Et Singapour est assez en avance par rapport à cela, qui a réussi de créer une grande confiance de la population dans les nouvelles technologies, qui suit réellement ces développements. Et je crois que ce que nous venons plus ou moins d'entendre aussi de la part des experts aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est très intéressant de continuer à suivre les conditions cadres à Singapour et en Asie en général. Merci beaucoup de vos questions et aussi à vous trois de vos réponses. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'approches et d'idées innovatrices. C'est également aussi quelque chose que j'ai vécu souvent lors des séminaires de la Fondation Konrad Adenauer et dans tes séminaires, comment ça s'est passé? Moi, j'étais dans le séminaire sur la promotion journalistique. Nous avons donné, par exemple, lors d'un séminaire sur la pollution de l'air que nous avons collecté. On a vu sur une carte géographique différentes villes. On voit, par exemple, dans la ville de Hambourg, la pollution de l'air est très grave, etc. Et nous avons vu là que les technologies et les innovations peuvent être vraiment un moteur aussi dans les médias. C'est très excitant. Et c'est aussi un appel aux jeunes gens qui nous écoutent. Si vous êtes au début de vos études et vous vous identifiez aux valeurs de la Konrad Adenauer Stiftung, vous pouvez porter votre candidature que vous trouvez aussi à www.cas.de. Et à titre général, un appel à notre audience. Il y a plein de points d'interaction sur nos canaux. Nous réussissons de vous écouter et d'apprendre. Nous allons nous revoir après une petite pause et Miguel vous fera l'introduction sur le sujet de la sécurité tout à l'heure. Petite pause.